Faire un investissement immobilier avec un rendement de 30% par an, ça fait rêver, non? C'est normal. C'est ce que les marchands de rêve vous promettent avec leur publicité sur les réseaux. Salut à toi, jeune entrepreneur. Revenons sur terre, un rendement de 20% par an et une aventure immobilière, voilà ce que j'ai fait en 2015 et qui me permet de générer 850 € par mois depuis 9 ans. Mais la question, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et si oui, comment? Est-ce que ce sera aussi rentable en 2024? Eh bien, on le voit tout de suite dans cette vidéo. Dans cette vidéo très pragmatique, je vais décortiquer un investissement que j'ai personnellement réalisé et qui s'est avéré ultra productif, c'est-à-dire qui a généré du bénéfice dès les premiers mois. On verra aussi quelles sont les clés pour qu'il ne soit pas contre-productif. En gros, que vous ne vous retrouviez pas en faillite. L'idée est née fin 2014. C'était à Noël. En discutant avec un membre de ma famille, j'apprends que sa tante, sa marraine, je ne me souviens plus exactement, rencontre des difficultés financières assez importantes et qu'elle doit vendre sa maison. Étant considéré comme un vrai professionnel de l'immobilier, je suis donc invité à visiter sa résidence principale pour l'aider à l'estimer et à ne pas se faire avoir par un agent immobilier peu scrupuleux. Lors de cette visite, je me rends compte que la personne n'est vraiment pas enthousiaste à l'idée de quitter son logement. Évidemment, elle a 80 balais et ce n'est vraiment pas à ce moment-là que quelqu'un veut bouger de sa maison natale. En regardant de plus près, je m'aperçois que juste à côté de sa maison, d'où la nécessité d'être curieux, je précise, se trouve un petit lopin de terre, une petite parcelle de 250 mètres carrés sur laquelle il y a uniquement un arbre fruitier et l'une ou l'autre bricole. Je pousse ma curiosité un peu plus loin et je la questionne. Comment elle exploite ce terrain qui est situé de l'autre côté de sa grange? Et elle me répond, bah imaginez monsieur, à l'âge que j'ai, j'en fais vraiment pas grand-chose. Ça paraît insignifiant, mais je pense sincèrement que la clé du projet se joue à cet instant précis. Ayant une bonne connaissance du marché, c'est un minimum, je sais très bien que cette petite parcelle ne sera pas du tout un inconvénient pour un investissement locatif. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les gens recherchent un espace pour installer leur terrasse, garer leur voiture et permettre aux éventuels enfants de se divertir. Plus personne ne veut se retrouver esclave de son jardin. Ensuite, les loyers sont fixés en fonction de la surface de la maison, jamais en fonction de la surface du terrain. Pour finir, si je suis juste au-dessus d'un loyer d'un appart, alors la question, est-ce que tu préfères un appartement avec une terrasse de même pas 10 mètres carrés ou une maison neuve et même pas besoin de dire avec un petit bout de terrain, le choix est fait. Je sais aussi qu'à ce stade-là, cette personne n'a pas d'idée précise de ce que peut valoir ou pas son terrain. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a absolument pas envie de bouger de sa maison. Je me remets donc rapidement les idées à l'endroit et lui pose la question cruciale, la valeur de ses dettes, pour voir quelle est la corrélation entre cette donnée-là et la valeur estimée de cette parcelle. Bingo! Car la valeur que j'avais en tête était un maximum de 30 000 €. Comment j'en arrive à ce montant? À l'époque, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur ce secteur. Je savais qu'il y avait un lotissement à quelques kilomètres de là. Donc je connais bien la valeur foncière et je peux faire le calcul très rapidement. Maintenant, c'est pas toujours aussi simple. Des fois, il faut faire des recherches. Il y a des sites d'ailleurs qui peuvent vous aider en ce sens. Par exemple, l'acronyme DVF, demande de valeur foncière, dont vous retrouverez le lien en description, vous donnera les valeurs de toutes les transactions financières réalisées dans les 5 dernières années. Vous avez aussi des données sur votre portail internet avec Patrim, vous le voyez ici en capture. Revenons à nos moutons, un piège me guette. C'est l'excès de vitesse. Il faut prendre son temps pour faire la proposition. Il faut analyser tous les éléments du marché. Qu'est-ce qui la motivera à me répondre oui rapidement? Elle n'a pas envie de bouger, elle a des dettes, il faut que ça aille vite. Ce sont là les bénéfices que j'appelle les bénéfices clients. Et c'est ça que je dois mettre en exergue. Le point de bascule est la question que je vais lui poser maintenant. Je lui demande, madame, qu'est-ce que vous ressentiriez si je vous disais que vous n'avez pas besoin de déménager? J'ai vu à son regard que je venais de lui apporter la solution, celle qu'elle n'osait même plus espérer. Après, ça a été relativement facile en quelque sorte. Je lui ai expliqué que j'allais m'occuper de toutes les démarches administratives, je lui ai expliqué que j'allais m'occuper de toutes les avances financières et je lui ai aussi expliqué que je serais son seul et unique interlocuteur durant toute la phase
administratives bien sûr, mais également travaux, puisque c'est moi qui allais me transformer en chef de chantier. En général, ça soulage beaucoup l'interlocuteur. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment présent, il est en confiance avec vous personnellement et que l'inconnu fait peur. Je reconnais aussi que ça n'est pas toujours possible de s'occuper de l'ensemble. Mais vous pouvez toujours vous engager, et le faire bien sûr, à rester en contact jusqu'à la fin. Ce n'est pas un gros effort que je vous demande là. Mais ça vaut le coup, car on est à ce moment purement sur de l'émotionnel. Et c'est ce qui fera la différence avec les autres. Nous avons donc signé un compromis. Stratégiquement, j'ai validé un premier point. J'ai réussi à réduire pour mon projet l'impact financier du foncier. C'est certainement le point le plus important. Il reste maintenant à se positionner sur le type de produit que l'on peut y mettre. En gros, qu'est-ce qu'on va construire? Est-il plus rentable de construire une maison pour la louer, pour revendre? Ou est-il plus rentable de revendre tout simplement le terrain en l'état avec un permis, pourquoi pas, accordé, purgé de tout recours? À ces questions-là, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut déjà les mettre en perspective avec le bilan patrimonial qui est le vôtre et les perspectives que vous souhaitez lui donner. Pour ma part, j'avais à ce moment-là 30-35 ans et le souhait de réaliser un investissement à moyen long terme. Je pouvais en plus bénéficier, à l'époque désormais révolue, d'une défiscalisation avec le régime, je ne sais plus si c'était le Pinel ou le célèbre Duflot. Pour ceux que ça intéresse, ce sont des dispositifs qui permettent de réduire ces impôts en amortissant la valeur du bien. En contrepartie, les loyers sont plafonnés. Moi, pour ma part, à ce moment-là, je valide donc l'option investissement locatif. Pour plusieurs autres raisons d'ailleurs, j'avais l'avantage de pouvoir construire avec ma société de construction de l'époque, ou plutôt la société dans laquelle j'étais le directeur commercial, et donc de bénéficier des tarifs d'achat professionnels. Ensuite, j'ai toujours aimé, c'est une passion, gérer moi-même les locations, ce qui me permet d'économiser les frais d'agence. Le terrain était donc réservé, mais l'étape importante désormais est de savoir si cet investissement va être rentable. Va-t-il nécessiter ou au contraire générer du cash flow? D'abord, c'est quoi le cash flow? Ça désigne l'argent qui reste ou qui manque une fois que l'investisseur a perçu les loyers et qu'il a payé toutes les dépenses mensuelles comme le crédit immobilier, les impôts, les travaux, les charges, etc. Et pour le connaître, une seule solution, c'est de faire un estimatif le plus précis possible. Pour ne pas se faire piéger, il y a plusieurs règles à suivre. La première, ce sont les frais annexes. Sur l'achat du terrain, il y aura ce qu'on appelle les frais de notaire. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien. Les droits de mutation, c'est ce que l'État vous tape et les honoraires du notaire. Comptez en gros 8% du prix du terrain. Il y a également des frais pour rendre la parcelle constructible, comme le bornage, la pose des compteurs d'eau potable, des regards d'assainissement pour évacuer les eaux usées, ou encore l'électricité ou pourquoi pas le gaz si vous souhaitez vous chauffer par cette manière-là. Là, c'est très difficile de se prononcer quant au coût sans voir le projet. Il peut y en avoir pour 10 000 €, mais ça peut être 10 fois plus selon les cas de figure. Quand même assez rare, Dieu merci. Pour la construction, il y aura bien sûr la maison en elle-même, mais dans le cadre d'une location, il y aura aussi tout ce qui est annexe. Les cuisines, alors on peut en trouver à partir de 4-5 000 € avec un minimum d'électroménager. Vous compterez les aménagements extérieurs. Là également, l'estimation elle est complexe sans voir le terrain. C'est donc un estimatif rapide et précis qui vous permettra de vous positionner très rapidement. La seconde, c'est de construire un bien qui s'adresse à une population que vous visez. Une des premières erreurs que commettent la plupart des bailleurs est de bâtir un bien comme si ce bien était pour eux. C'est pas vous qui allez y habiter. Il doit correspondre aux gens qui sont susceptibles de le louer dans la région où vous construisez. Autre erreur enfin, ce sont les choix des prestations. Elles ne doivent pas être haut de gamme, sinon vous allez pénaliser votre rentabilité, mais elles ne doivent pas être low cost non plus, sinon vous allez avoir des réparations très rapidement et puis ça va générer de l'insatisfaction chez ce qu'on va appeler vos clients, voire même à la location, mais aux visites, de ne pas leur donner envie de venir chez vous. Je précise que ce commentaire s'applique pour une location de longue durée. C'est pas tout à fait la même chose pour les locations saisonnières. Lorsque vous avez ce chiffre, il suffit d'aller voir sur un site internet de type Meilleur Taux par exemple, mais pour vous donner la mensualité qui correspondra à cet investissement. Une petite parenthèse, il n'y a pas de durée idéale pour le financement d'une location. Ça peut être sur 15 ans, ça peut être sur 20 ans, ça peut être sur 25 ans. Tout dépend de vos intérêts
à vous. Tout dépend des paramètres avec lesquels vous rentrez personnellement. Si vous cherchez un cash flow positif, c'est quasiment mission impossible de l'avoir avec une durée de 15 ans. Mais si vous avez 25 ans, vous, lors de votre premier investissement, bien entendu que votre banquier regardera avec une mansuétude une demande sur 25 années. Et ce sera peut-être l'inverse si vous avez 50-55 ans et beaucoup d'apports personnels que vous souhaitez placer. Récapitulons comment procéder. Première étape, ciblez l'endroit où vous voulez réaliser votre investissement locatif. Deuxième étape, vous livrez corps et âme à la recherche du foncier ou du bien immobilier existant. Troisième étape, faire une offre d'achat qui soit réaliste. La question est de savoir ce qu'on entend par réaliste. Personnellement, je ne tiens jamais compte du prix auquel le bien est présenté. Si le mec estime que son bien vaut 200 000 alors que la valeur observée est 100 000, je suis capable de passer mon chemin. Réaliste, ça veut dire, en fonction des circonstances, que vous pouvez essayer de gratter 10 à 20% en fonction du prix du marché. On peut faire plus, bien sûr, mais il faut dans ce cas le motiver par des contreparties. Au vendeur, par exemple, de ne pas mettre de conditions suspensives de financement ou de s'engager sur une date de réalisation très courte. Quatrième étape, si c'est du neuf, monter, créer le projet. Si c'est de l'existant, réalisez les éventuelles rénovations. Cinquième étape, présentez le dossier à votre banque. Et là, il est extrêmement important de lui apporter un dossier qui soit solide, surtout par les temps qui courent. Quel est le coût des travaux? Est-ce que vous avez prévu des imprévus? Est-ce que vous avez les reins solides en cas de mauvaise surprise? Est-ce que vous savez clairement combien vous allez louer? Est-ce que vous pouvez estimer la valeur du bien une fois les travaux terminés? En quelque sorte, vous devez prouver à votre interlocuteur bancaire que vous savez là où vous allez et que cette opération, si elle ne peut jamais être qualifiée de risque zéro, c'est qu'en tout cas, elle en est vraiment très proche. Et aujourd'hui, la suite. Il s'agit ici d'une construction neuve. Et dire que tout se déroule comme un long fleuve tranquille, c'est une utopie, les amis. Pour ma part, j'ai eu un gros problème. J'ai eu une opportunité professionnelle qui a fait que j'ai dû quitter mon Alsace natale pour aller m'installer à Montpellier. La question à laquelle répondre maintenant, c'est comment suivre un chantier quand vous êtes situé à 800 ou 900 km de là. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir un beau-père qui vive en Alsace et qui soit lui aussi du bâtiment. Il a donc assuré l'intérim, merci Thierry, pour la fin de la gestion locative. Quand je parlais plutôt d'un imprévu, on est là dans la définition même de quelque chose qui était absolument imprévisible. Il y a plein de choses qui peuvent vous tomber dessus sans que vous puissiez les anticiper. Il est également important d'avoir une faculté de rebond qui soit importante. Le Covid, j'avais pas vu venir non plus. Au final, ce bien a été livré dans les délais. J'ai pu m'occuper de passer les annonces. Personnellement, j'ai l'habitude de les envoyer sur un site comme Le Bon Coin. Dans ce cas de figure, et comme j'ai l'habitude systématiquement de parler de mes opérations à gauche, à droite, j'ai eu la chance, si tant est qu'on puisse qualifier cela de chance, de trouver un locataire tout simplement grâce à une connaissance commune. Le premier bail a donc été signé pour une entrée, et c'est pas un poisson, le 1er avril 2016 avec un loyer de 750 € hors charge. Je précise juste le terme chance. On peut qualifier un événement de coup de bol s'il se produit une fois et que vous n'avez pas fait grand-chose pour le provoquer. Genre, tu trouves un billet par terre. Ici, dans mon attitude quotidienne, j'essaye de provoquer la chance. J'en parle à beaucoup de monde pour forcer l'heureux événement. Donc, si vous cherchez un studio à rénover, parlez-en le plus possible autour de vous. C'est facile. Concernant les loyers, ma stratégie est la suivante. J'essaye de mettre des prestations un tout petit peu au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas compliqué quand on fait du neuf, et de fixer un loyer un tout petit peu en dessous de cette même moyenne. Dans quel but? Tout simplement d'avoir au moment des visites un maximum de locataires qui soient intéressés par mon bien. Ça me permettra d'être plus sélectif. Ainsi, je vais pouvoir réduire les probabilités d'avoir des gens moins solvables et donc d'avoir des loyers qui soient impayés. En mettant des prestations un peu supérieures, je vais également favoriser la durée des baux, un bail, des baux, et avoir des gens qui restent plus longtemps. Niveau prêt, vous avez deux familles, les taux fixes, ils ne bougeront pas du tout durant toute la durée de votre emprunt, et les taux variables qui peuvent être révisés tous les ans en fonction d'un indice, pour faire simple, qui dépend des données économiques. Pour la durée
Durant des années et des années, j'en parlais un peu plus tôt, un dogme disait qu'un investissement c'était sur 15 ans. Mais ça rime à rien. Plus il est court, plus vous allez payer tous les mois. Plus il est long, plus vous aurez d'intérêt à payer. Le choix dépend de votre situation. Perso, ici sur ce projet, j'ai fait le choix d'un taux variable et sur une durée de 240 mois. Ce qui m'a donné une mensualité d'à peu près 830 €. Est-ce qu'on peut considérer que le cash flow est positif? Eh bien, je répondrai que oui, tout simplement parce que je vais choisir comptablement d'inclure l'économie fiscale. Avec le dispositif Pinel, vous pouvez réduire votre imposition de 2% par an de la valeur du bien. En tout cas, vous le pouviez sur les maisons individuelles. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça ne l'est plus. Avec à peu près 4 000 € d'économie d'impôt par an, ça fait 300 € mensuels. Donc mon prêt, 830 €, je soustrais 750 € de loyer, je soustrais 300 € d'économie d'impôt. Ça me permet d'engranger, de dégager un cash flow d'à peu près 200 € mensuels. Mais ça, ce sont les données de 2016. Parce que le crédit en France, contrairement à ce que j'ai fait, est à plus de 95% à taux fixe. Il ne bougera pas sur toute la durée de détention du prêt. Donc les 830 de départ, dans la plupart des cas, sont gravés dans le marbre. Ils bougeront plus d'un centime. De l'autre côté, il est important, lorsque vous rédigez votre bail, de tenir compte de la clause de révision de loyer qui s'appelle IRL, comme indice de révision du loyer. C'est un indice qui est publié tous les mois par l'INSEE. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, en appliquant strictement cet indice de révision de loyer, nous sommes, je prends les chiffres au 1er janvier 2024, sur un loyer de 840 €. Il faut pondérer ce chiffre car l'inflation est très faible de 2016 à 2021-2022 et elle s'est accélérée depuis. D'ailleurs, le gouvernement a plafonné à 3,5% la hausse des loyers. De l'autre côté, malgré son côté révisable, mon prêt n'a absolument pas bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à même pas la moitié de la durée du prêt, je me retrouve avec un loyer brut qui est déjà lui-même supérieur à ce que me coûte mon prêt. Et en plus, je bénéficie, et pour quelques années encore, des économies d'impôts. Le cash flow est donc extra et clairement positif. Oui, mais il y a des dépenses aussi, vous allez me dire. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Les montants que j'ai exprimés sont ici des montants bruts. Il faut tenir compte des dépenses que vous allez avoir en annexe. Alors, dans le cas présent, c'est du neuf. Les réparations représentent vraiment pas grand-chose et elles devraient même être proches du zéro pour les 5 premières années. Par contre, vous allez assez rapidement avoir des taxes foncières. Pour cette maison, la première taxe foncière que j'ai payée en 2016 était de 470 €. Avec les révisions, elle a été de 505 € en 2023. J'annonce bien sûr une somme annuelle. Mais dans beaucoup de communes, la taxe foncière sera beaucoup plus importante et souvent peut représenter un gros mois de loyer. À vous d'en tenir compte dans vos calculs. À l'origine, ces données sont disponibles auprès du ministère et de l'administration fiscale. Une question se pose assez fréquemment. Quelle aura été la rentabilité de ce bien? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui parce que toutes les données ne sont pas encore connues. Quelles sont donc les inconnues? La première, c'est à quel prix vais-je revendre? La deuxième, c'est à quel moment vais-je revendre? La troisième, c'est quels vont être le montant des hypothétiques travaux à venir? Y aura-t-il progression de la fiscalité? Y aura-t-il des carences ou des impayés locatifs? Vous voyez que les incertitudes sont assez nombreuses et j'aurais pu en citer d'autres. Si on veut faire un estimatif avant la fin, il faut donc partir sur des paramètres ou des hypothèses. Voilà donc celle que j'ai choisi ici de prendre. Comme ça fait 8 ans que je loue et qu'on est quasiment au milieu, je vais postuler que le loyer actuel de 840 € est celui qu'on va percevoir en moyenne sur les 20 ans et que la taxe foncière que nous payons actuellement sera celle que nous payons en moyenne sur les 20 ans. Enfin, je pars du postulat que mon prêt ne bougera pas et je vais compter 300 € de travaux tous les ans. Si vous voulez le détail, vous avez vu en arrière-plan les chiffres. N'hésitez pas à mettre sur pause pour les lire et me poser toutes les questions en commentaire. On pourrait donc conclure que cette maison ne m'a rien coûté en termes de trésorerie et qu'au contraire, elle m'aura rapporté 1 000 € de cash flow en moyenne par an. Alors évidemment, avec 1 000 €, vous ne faites pas tourner une boîte, vous ne faites pas vivre un foyer, c'est clair. Mais ce qui est extrêmement appréciable ici, c'est qu'au moment de la revente, cela constituera une enveloppe de cash et quasiment, j'ai bien dit quasiment, non imposable au vu de la marge prévisionnelle et de la durée
de détention. Si on estime le prix de revente à 250 000 euros, évidemment. On appréciera ici surtout l'effet levier de l'immobilier, car aucun placement que je connaisse de quelque nature que ce soit vous permette de mettre une somme négative tous les mois pour vous rapporter un capital de 250 000 euros à un horizon de 20 ans. Question, et si c'était à refaire en 2024? J'invite tous les partisans du « c'était mieux avant » à quitter présentement la salle. Non, plus sérieusement, les données ont changé. Aujourd'hui, les coûts d'emprunt ne sont plus du tout les mêmes. Et ça a un très fort impact sur la rentabilité, puisque si je faisais un rapide calcul, au lieu de payer 830 euros par mois, avec les taux actuels, je serais environ à 950 balles. C'est pareil. Deuxième point, inflation très forte du prix des matériaux. J'ai fait un rapide calcul de l'indice BT01. Alors le BT01, c'est l'indice national de tous les corps de métier du bâtiment, lui aussi calculé par l'INSEE et publié tous les mois. Et bien cet indice, il a augmenté de près de 30%, 26,5 pour être précis. Mais dans les faits, c'est bien plus que cela. Le coût de l'énergie, le coût des matières premières, mais surtout les normes galopantes ont fait que dans le bâtiment, entre 2015 et 2024, j'estime qu'on est plutôt 35 à 40% de hausse pour la partie construction. Là aussi, c'est un gros coût qui est porté à la rentabilité. Côté loyer, et toujours selon l'IRL, ce taux n'a augmenté que de 14,5%. On est donc loin, très loin de la hausse générée par les taux d'intérêt et des coûts de construction. Alors, comment faire? Est-ce que la location est toujours rentable? Tout d'abord, il faut calmer les ardeurs. C'est pas parce que c'est moins rentable que c'est pas rentable du tout. Imaginez que vous ayez un placement, mettons, allez, à 14%. Ce placement arrive à terme et que le placement suivant vous soit proposé à, mettons, 9%. Personnellement, moi, je dis bienvenue au placement à 9%. Mais tout à fait humain, effectivement, de ressentir une frustration parce que je perds 5 points. Ensuite, des opportunités sont nées. La location meublée, par exemple, a pris un essor incroyable et offre dans bien des secteurs des rendements largement supérieurs. Tout comme le nombre d'acheteurs en baisse offre des opportunités de négociation à ceux qui sont finançables et qui veulent acheter. Dans beaucoup de secteurs, les règles ont changé et peut-être un peu plus rapidement les dernières années. Il s'agit donc de construire votre stratégie en prenant les paramètres qui sont les vôtres, mais surtout en ayant fixé des objectifs à court, moyen et long terme, car il n'existe pas de vent favorable à quelqu'un qui n'a pas fixé son cap, comme dit l'adage. Je suis persuadé que l'effet levier du bâtiment peut continuer à produire des fruits. Et c'est pas parce que vous investissez dans la pierre que ça vous empêche d'investir ailleurs. En sortie de programme, l'argent, le cash que vous allez placer aura tout intérêt à trouver d'autres ressources, comme par exemple les marchés boursiers, la crypto, etc. etc. J'en suis tellement persuadé que je vais lancer la construction de la quasi-photocopie de cette maison d'ici la fin de l'année sur une autre commune. Alors maintenant que nous sommes à la genèse du projet, c'est toujours très facile d'être critique une fois que le match est terminé, étudions quels sont les risques potentiels de ce nouveau défi. Le premier risque que j'identifie de ce nouveau projet, c'est que je vais mener ce projet-là en indivision avec mes frères et sœurs. Nous sommes 4 et forcément les décisions vont être beaucoup plus complexes à prendre. Second risque, c'est que c'est un projet que je vais intégralement gérer à distance avec quelques passages sur place. Troisième risque que j'identifie dès aujourd'hui, c'est que les prix ont énormément augmenté et que je vais devoir réactualiser mes tableurs avec un réseau qui, lui, de son côté, a énormément diminué depuis que j'ai quitté ma région natale. Mais de l'autre côté, il y a des opportunités. Par exemple, à l'heure actuelle, les entreprises sont à la recherche de travail. Ce qui veut donc dire que j'aurai des sous-traitants qui seront davantage disponibles et peut-être même enclins à revoir certains tarifs à la baisse. Donc, des travaux peut-être plus rapides, des technologies plus avant-gardistes. La maison dont je parlais un peu plus tôt est certifiée Réglementation thermique 2012. Celle que je vais construire sera certifiée Réglementation environnementale 2020. Petite parenthèse, RT 2012, c'est la réglementation thermique qui régissait les normes d'isolation jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis, c'est la réglementation environnementale qui fait loi. Elle est un peu plus sévère, bien sûr, et intègre également les émissions de CO2 liées à la construction. Donc, plus-value. Une fois que les risques, et ici ils sont bien sûr pas exhaustifs, sont identifiés, il suffit de mettre en place une stratégie pour y remédier. Par exemple, pour le risque d'indivision,
avec une simple consultation de ma notaire, et bien ça m'a permis de mettre en place une stratégie visant à créer soit une société civile immobilière, de protéger ainsi les 4 frères et sœurs d'un accident de la vie, ou alors de réaliser une convention sous seing privé. Pour le deuxième risque, avec une gestion à distance, eh ben c'est d'inscrire très en amont avec un agenda les allers-retours périodiques et surtout d'avoir des gens fiables sur place. Pour le troisième risque, par rapport au prix, est tout simplement une anticipation plus grande et la recherche d'économie dans le modus operandi et dans le processus constructif pour faire les choix les plus rationnels possibles. Promis, pour ce nouveau projet qui va être lancé, je l'espère, à l'automne 2024, actuellement nous avons à peine déposé le permis, on fera une vidéo de suivi pour vous dire étape par étape comment faire pour minimiser les risques et le ramener au plus proche du zéro. Dans l'immobilier, comme d'ailleurs dans les autres secteurs, il y a un moyen de continuer à faire de bonnes affaires. Mais pour y arriver, il faut se positionner en tant que connaisseur. Il n'y a pas une réponse qui convienne à l'ensemble de la population française, à l'ensemble du territoire français. C'est une utopie que d'essayer de vous faire croire ça. Quand j'entends des pubs sur YouTube qui vous disent qu'il n'y a que le marchand de biens qui vaille, ce sont des mensonges. Quand j'entends des publicités qui disent qu'il n'y a que la location de type Airbnb qui vaille, ce sont des mensonges. Quand j'entends qu'il y a des vidéos qui disent qu'il n'y a que la crypto-monnaie qui représente l'avenir, encore ici, ce sont des mensonges car ils ne tiennent pas compte de tout un tas de paramètres pour certains qui vous sont d'ailleurs personnels. La seule vérité, c'est que vous êtes unique. Vous avez un parcours de vie, vous avez un objectif de vie, vous avez des choses que vous serez capable de vivre et qui sont en accord avec vos valeurs et d'autres que vous voudrez ou ne pourrez pas faire. La première étape, c'est donc de faire un état des lieux pour savoir où vous en êtes et où vous avez envie d'aller. Et c'est là que je peux vous offrir un accompagnement sérieux, vous guider pas à pas pour vous permettre de fixer des objectifs qui soient écologiques pour vous et qui vous permettent de construire le patrimoine que vous avez envie de créer. La seule chose qui est destructive dans tous les cas de figure, c'est l'inaction. Si cette vidéo t'a permis de savoir où tu as envie d'aller, j'en suis super ravi. Mais si tu sais qu'en étant accompagné, tu iras plus loin, plus vite, plus fort, je serai là pour toi. À très vite. Bye.